Salut, c'est Antonin. En 2004, de l'autre côté de l'Atlantique sort un petit réseau social destiné à mettre en relation les étudiants des grands campus américains. 13 ans plus tard, ce réseau a grandi et compte même plus de 2 milliards d'utilisateurs, soit bien plus que tous les habitants de n'importe quel pays du monde. Son nom ? Facebook, bien sûr. Si l'ascension de ce qui est aujourd'hui le plus gros réseau social du monde a été extrêmement rapide, elle ne s'est pas non plus faite d'un seul coup. Pour réussir à rentrer dans le quotidien des gens et être utilisé aussi massivement, Facebook a dû passer par différentes étapes qu'on retrouve d'ailleurs dans le parcours des grandes innovations. Ainsi, dans l'Innoscope de cette semaine, on va s'intéresser à l'histoire de Facebook pour voir comment les innovations se diffusent dans la société. Entre le moment de sa création et aujourd'hui, Facebook a beaucoup changé, au point que la version actuelle n'a plus grand chose à voir avec la toute première. Est-ce un hasard ? Absolument pas. Pour Everett Rogers, le sociologue dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, c'est même une nécessité afin qu'une innovation puisse toucher toute la société. En effet, selon lui, une innovation doit réussir à convaincre différentes catégories d'utilisateurs qui n'ont pas les mêmes attentes ni les mêmes avis. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. La première catégorie d'utilisateurs est celle que Rogers appelle les innovateurs. Ils aiment se servir d'une innovation dès sa sortie car ils retirent du plaisir à être les premiers. Ça ne les dérange pas qu'elle ne marche pas encore parfaitement et ils sont même prêts à payer plus cher afin de profiter d'une certaine exclusivité. Parmi eux, on retrouve donc des pionniers, des précurseurs, des bidouilleurs et des geeks, ainsi qu'un certain nombre de fanboys qui nourrissent une affection indéfectible pour leur marque favorite. La seconde catégorie est celle des premiers adeptes. Ces utilisateurs aiment se servir de choses nouvelles et inconnues car ils savent que cela peut apporter des bénéfices dans leur vie. Certains d'entre eux sont même des visionnaires qui comprennent très tôt le potentiel économique d'une innovation et qui vont donc tout faire pour être les premiers à l'exploiter. Ainsi, dans le cas de Facebook, lorsque en 2007 le réseau social lance son propre système d'application, un certain nombre de gens vont faire fortune très rapidement en développant des mini-jeux, des tests de personnalité ou encore des quiz de culture générale. Culture générale pour vous. Alain, en voulez-vous ? Je prends la main. Ah oui. Viennent ensuite des consommateurs plus rationnels qui n'utilisent une innovation que si elle a déjà été testée et que quelqu'un leur recommande de s'en servir. Ils attendent donc qu'un certain standard apparaisse et que l'innovation fournisse des preuves concrètes de ses performances et de son utilité. Ces consommateurs-là rentrent dans deux catégories, la majorité précoce et la majorité tardive. Et comme leur nom l'indique, ces catégories représentent la part la plus importante de la population. Au début de Facebook, l'interface n'était qu'en anglais et la plupart des utilisateurs avaient entre 15 et 35 ans. Mais la traduction du site dans toutes les langues, la création d'une appli pour smartphone, l'arrivée des pages, l'apparition du bouton like et du chat vont donner à la plateforme une toute autre dimension. Le nombre de membres va donc passer de 50 millions en 2007 à 1 milliard en 2012. Plus tard, c'est la diffusion de vidéos natives, le passage à la timeline ou encore le rachat de Messenger et d'Instagram qui vont aider Facebook à grandir encore, au point qu'aujourd'hui, l'âge moyen est maintenant de 40 ans et que la barre des 2 milliards d'utilisateurs a été passée en juin dernier. Enfin, il reste une dernière catégorie, celle des retardataires. Ils ne sont pas intéressés par l'innovation et ne vont s'en servir que lorsqu'ils n'auront plus aucun autre choix. Ceux qui y sont totalement opposés ne s'en serviront probablement jamais, quand bien même cela implique pour eux des inconvénients de plus en plus importants. Ainsi, les personnes qui aujourd'hui ne sont pas sur Facebook sont essentiellement ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui refusent d'y être, ou encore ceux qui vivent dans des pays comme la Chine ou le Japon, et où il existe des réseaux sociaux alternatifs. En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Du coup, le cycle de diffusion d'une innovation ressemble à peu près à ça, même si dans la pratique, la courbe n'est pas censée être continue et le passage d'une catégorie à une autre n'est pas du tout automatique. La transition la plus difficile se situe entre les premiers adeptes et la majorité précoce. Un certain Geoffrey Moore a d'ailleurs appelé ça l'abîme des innovations. C'est seulement en réussissant ce passage-là qu'une invention va devenir une vraie innovation et qu'elle va progressivement perdre sa position de niche qu'elle avait sur son marché pour gagner une position dominante. Il n'y a pas d'époque, on domine, ok ? C'est nous les tauliers. Ah voilà, on peut pas parler. Et une fois cette transition réussie, une innovation va même se diffuser de plus en plus vite, en profitant de ce qu'on appelle des externalités de réseau. En gros, plus l'innovation va avoir d'utilisateurs et de produits complémentaires, et plus sa valeur
va augmenter. Pour Facebook, lorsqu'il y avait encore peu de membres, peu de pages intéressantes et peu de fonctionnalités annexes, ça ne valait pas trop le coup de créer un compte. Mais lorsque les gens ont eu de plus en plus d'amis dessus, que leurs personnalités préférées ont créé leur propre page et que les entreprises se sont mis à proposer des services spécialement dédiés sur Facebook, ça a tout changé. La valeur du réseau social a considérablement augmenté et le nombre d'utilisateurs a cru de façon exponentielle. Ce qu'il faut retenir de tout ça, eh bien, c'est que pour qu'une innovation réussisse, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaite dès le départ, ni qu'elle cherche à satisfaire d'emblée monsieur et madame tout le monde. En fait, une innovation a même tout intérêt à gagner en qualité et à se démarquer des autres solutions au fur et à mesure du temps. Il vaut donc beaucoup mieux que les personnes qui portent un projet nouveau se concentrent au tout début de leur aventure sur leurs tout premiers utilisateurs. Ceci afin de leur proposer quelque chose dont ils vont adorer le potentiel malgré les petits défauts, quelque chose qu'ils ont envie d'aider, soit en donnant des conseils, soit en vantant les mérites auprès de leur entourage. Goûte un peu. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la thématique. Et si vous voulez m'aider à développer ma chaîne, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner et également à en parler à une ou plusieurs personnes que vous connaissez et qui pourraient aimer ce que je fais. Bien sûr, si vous êtes sur Facebook, Twitter ou Instagram, vous pouvez suivre mes différents comptes, comme ça vous permet de suivre tous les autres contenus que je poste. Sur ce, un gros merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.